Et bonjour à tous et à toutes, c'est Bios, accompagné de Jean-Marie, JM, qui a un jeu qui s'appelle La Elite, à la base un jeu de rôle. JM, je te laisse te présenter du coup. Alors, je m'appelle Jean-Marie Noël. Il y a combien de caméras? Tout ça? D'accord. Je m'appelle Jean-Marie Noël. Je suis un vieux de la vieille, comme on dit, hein, puisque j'ai découvert le jeu de rôle en 82, ce qui ne nous rajeunit pas, surtout moi. Par contre, la musique me rajeunit beaucoup, comme tu peux t'en apercevoir juste derrière nous. J'entends ça. C'est du Disney à fond. Je ne sais pas si ma famille verra passer l'émission, mais en tout cas, ça fera des heureux chez moi. Donc oui, je suis un vieux de la vieille, j'ai bossé... J'ai découvert le jeu de rôle en 82, je suis rentré chez Casus Belli en 89 parce que j'étais passionné de jeu et que j'étais graphiste de métier. Donc j'avais qu'une seule envie, c'est de bosser dans un magazine de jeux, et le magazine de jeux qui existait, c'est celui-là. Ok. Et puis j'ai fait 10 ans chez Casus, de 89 à 99. 99, le magazine a fermé. On est passé sur autre chose, tous autant qu'on est. Il y a eu différents avatars du magazine derrière. Moi, j'y ai pas participé. D'accord. J'ai bossé sur d'autres trucs en tant que graphiste. Et puis en 2016, Black Book m'a demandé de repiquer à La Elite, qui est mon univers favori. Et j'ai eu l'opportunité de replonger dans le métier de manière professionnelle et plus amateur. Et bon, voilà, depuis, je suis dedans. D'accord. Pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas La Elite, qu'est-ce que La Elite, du coup? Ah, c'est une question que m'a posée tout à l'heure quelqu'un avec qui je covoiturais pour venir jusqu'ici. C'est une ville médiévale fantastique, c'est une ville de pèlerinage. D'accord. Qui est perdue loin du monde, difficile à atteindre. Et c'est ce que je dis à chaque partie, on y vient pour 3 raisons. La première, c'est quand on est religieux pour y inscrire sa religion, pour qu'elle ait une plus grande notoriété. La deuxième, c'est pour quand on fait du commerce, parce que la ville est immense et donc permet plein d'opportunités. La troisième, c'est quand on est aventurier, et ça c'est le cas le plus souvent, parce qu'il y a plein d'opportunités de business à faire, d'opérations, d'enquêtes, de bastons, de choses comme ça, quoi. Ok. Et c'est vraiment une ville médiévale fantastique sur laquelle tu as toutes les possibilités possibles et imaginables. Selon l'expression qui va bien, on est sur du bac à sable, là. Donc on est sur un univers large. Larsen. On est sur un univers large qui offre plein de possibilités et qui en fait peut s'adapter à tout système de jeu médiéval fantastique, parce que justement par sa localisation, elle est loin de tout. Donc elle permet d'être implanté dans un univers ou un autre, du moment qu'on est sur quelque chose de médiéval fantastique, plutôt low fantasy, c'est comme ça que je le joue moi en tout cas, et avec n'importe quel système de jeu, puisqu'il n'y a pas d'obligation à se coller aux plus anciens des jeux de rôle, mais on peut le jouer. Moi je le joue avec Chroniques oubliées Fantasy, parce que comme je fais beaucoup d'initiations en tant qu'MJ Pro, c'est un système simple et qui permet d'aller vite, quoi. Voilà, et d'apprendre facilement, je suppose, non? Comment? Et d'apprendre facilement le jeu de rôle. Oui, c'est ça. Le gros avantage de Chroniques oubliées, c'est un DD-like, comme on dit. Ah, j'ai prononcé le mot DD. Mais c'est DD comme André Manoukian, en fait. C'est surtout ça qu'il faut avoir en tête. Donc c'est un jeu qui permet, avec une base similaire, avec des caractéristiques qu'on connaît bien, de s'initier au jeu, et puis après de passer à autre chose, ou de rester sur le même système, mais en tout cas d'avoir une espèce de cohérence comme ça qui facilite les ponts entre les différents jeux. Et ça, c'est commode. D'accord. La Elite existe depuis combien de temps exactement et d'où vient cette idée? Ce nom Alors écoute, elle a été conçue à une époque où j'étais né, hein, quand même. Quand on parle de conception, non, j'étais né. Elle est née en 84, je pense, et elle est sortie dans le magazine Casus Belli en 85, sur un numéro qui porte le joli numéro de 35. Okay.
Et en fait, c'était l'équipe rédactionnelle de Casus de l'époque qui avait envie de créer une ville médiévale fantastique française, puisqu'il en existait pas mal d'anglo-saxonnes. Mais il n'y en avait pas qui avait cette espèce de petit parfum, alors je vais pas dire bleu, blanc, rouge, mais avec une personnalité, pain au chocolat ou chocolatine, ça dépend. Mais en tout cas, un truc qui ressemblait pas à Lankhmar, qui ressemblait pas à d'autres villes. Et elle a eu tout de suite un gros succès. Ok. Et j'ai eu la chance, en fait, en rentrant à Casus, en 89, donc, que l'équipe de rédaction me propose de m'occuper d'une... C'est difficile de parler avec la musique, hein, quand même. Ah ouais, c'est très dur. En vrai, on fait avec. Hein. Mais on est costaud, on y va. Donc, ils m'ont proposé, en fait, le rédac chef Didier m'a proposé de me prendre en charge un hors-série qui rassemblerait tout ce qui a été produit entre 1985 et jusqu'à 1990. D'accord. Et donc, j'étais en charge de ce hors-série en tant que rédac chef. Et c'était à la fois une grande fierté, une grande trouille, mais aussi un vrai bonheur de pouvoir contribuer à cette ville que j'adore et que je continue à adorer. Je le porte sur moi. Et on a pu voir aussi sur tes vidéos YouTube ou éventuellement sur ton blog que j'ai pu voir dessus. Tu as fait un document qui s'appelle Roi Dieu et c'est un grand livre. Livre et un collector, pour moi j'appelle ça un collector dans mon jargon. Désolé. Mais je trouve qu'il est assez costaud et je trouve assez complet visuellement. Alors, est-ce que tu peux nous en parler justement, parce que je pense que c'est une extension. Ouais. Donc du coup, est-ce que tu peux nous parler justement de ceci ? Alors, et quand est-ce qu'elle est sortie ? Alors, quand est-ce qu'elle est sortie ? Elle est sortie en 2021, l'ensemble de la ville. D'accord. Grosse ville, hein. Grosse ville, beaucoup de matos. Il y a 40 ou 42 produits. Il y a même un CD de musique. Pas tout à fait comme ça, mais un CD de musique aussi. Ok. Et il y a plein de choses, il y a des dés, il y a un tarot, il y a plein de petits suppléments, des petits livrets A4, A5, mais le gros bébé fait 550 pages. C'est un gros massard, je ne l'ai pas amené là, parce qu'il pèse un peu sur les épaules. Okay. En fait, c'est le livre de base, donc tout ça est sorti en 2021, et donc il y a plein de petites extensions avec plein de petits produits à côté. Et dans les produits à côté, qui ne sont pas indispensables, mais qui amènent un peu plus de lore, un peu plus d'ambiance, un peu plus de... Il y a des trucs très étonnants. Il y a un petit livret sur les vœux et serments. Qu'est-ce qu'on présente comme vœux ? Qu'est-ce qu'on présente comme serment quand on est dans une guilde de voleurs, quand on est avocat au barreau, quand on rentre chez les chirurgiens, etc. etc. Okay. Et moi, donc, j'ai fait un truc qui va vous présenter directement, là, au visuel. Voilà. Alors, en fait, c'est cette bête-là qui comporte une grosse maquette que j'ai eu le bonheur de faire pour la Elite. Donc, c'est une maquette avec 10 maisons. Je ne sais pas combien elle fait de long. Elle est plus longue que la table. C'est un beau bébé avec 10 maisons. Et alors, le grand pied que j'ai eu, c'est d'avoir inventé les histoires qui vont avec les maisons. Donc c'est une toute petite impasse à l'intérieur de cette ville gigantesque et c'est un point focal sur lequel j'appuie mes aventures en fait, parce que quand je suis MJ Pro, je ne fais jouer que des scénarios à moi, et quand je fais jouer la Elite, le point de départ est toujours cette impasse. Après on n'y reste pas forcément, mais en tout cas l'idée c'est de s'en servir comme point focal parce que je le connais bien, parce qu'il est tangible, parce qu'il peut être montré aux joueurs, parce que tout de suite avec une photo ils imaginent l'endroit où ils habitent, etc., etc. Donc c'est une belle entrée en matière et de temps en temps, quand je suis à Octogone par exemple, ça m'est arrivé, la maquette est là en vrai et je te cache pas que ça fait son effet quand même. Non pas qu'elle soit belle, enfin si, je la trouve belle, mais en tout cas elle est imposante quoi. Bah, ça donne de la matière quand on fait du jeu de rôle. C'est toujours plaisant que d'avoir quelque chose en face de soi quand on peut s'imaginer à quelque chose. Bien sûr, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que... alors, c'est un peu la magie des trains électriques quand ils roulent bien.
Moi qui habite en banlieue parisienne, les trains électriques ne roulent pas bien, mais c'est un autre sujet. Là, on est sur un... On sent qu'il y a de la vie là-dedans, quoi. Okay. Et moi, c'est ce qui est important pour moi dans le jeu de rôle, c'est d'essayer de raconter des histoires et puis de montrer de la vie et puis d'essayer de rendre perceptible la vie des gens qui vivent dans un univers complètement différent du nôtre, quoi. Ok. Écoute, Jean-Marie, j'ai une autre question. T'es, on va dire, éditeur, entre guillemets, vu que t'as fait la Élite. T'es maquettiste, tu fais MJ, t'as été... j'ai vu ton parcours professionnel. J'ai plus exactement. Où est-ce que ça va s'arrêter? Bah, ça s'arrête pas trop, en fait. Ça s'arrête pas trop. Je suis à la retraite professionnelle de mon métier de graphiste. D'accord. Graphiste aussi, j'avais oublié, exactement. Depuis 1 an et demi, depuis janvier 2023. Et du coup, avec cet arrêt professionnel, je me consacre exclusivement au jeu. Enfin, exclusivement, non, c'est pas vrai. J'ai aussi d'autres activités associatives, mais en tout cas, j'ai grâce à ça la possibilité réellement d'écouter de la musique japonaise très forte. Non, c'est pas ça, pardon. D'écouter, non, pas d'écouter, de faire des choses oui. et de faire jouer des gens comme je l'ai toujours fait. À une époque, j'étais très prosélyte. Je faisais vraiment, je participais à un groupe de jeux avec des potes. On jouait tous les mardis soirs. Ça faisait la première session de la semaine. Et puis, bien évidemment, je jouais avec d'autres gens les samedis, les dimanches, en famille aussi. On a beaucoup joué en couple avec mon épouse, avec des amis, des potes, plein de choses, un peu de famille aussi. Et donc, ça a été vraiment une usine à jeux pendant des années. Mm-hmm. Et comme je le dis à chaque fois, j'ai vraiment tout testé de l'époque. C'est moins le cas maintenant. Mais à l'époque, tous les jeux qui passaient à Casus, on s'arrangeait pour les tester, pas forcément dans l'immédiateté, mais en tout cas sur la longueur. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Je m'arrête plus. Je suis ici aujourd'hui. Demain soir, je fais jouer des gamins à la bibliothèque de ma ville. Samedi, bon, c'est un peu exceptionnel, parce que là, c'est l'usine. Samedi, je fais l'anniversaire d'un pote dont sa femme m'a dit, j'espère qu'il ne regarde pas d'ailleurs, parce qu'il n'est pas au courant, dont sa femme m'a dit, je voudrais bien que tu le fasses jouer. Ah, il y a un poster qui vient de tomber. Ah, et, il y a eu un meurtre de poster. Hein. Drop de poster. Et dimanche, je pars pour de nouvelles aventures. Je pars dans le Jura sur un truc qui s'appelle le Buron des joueurs. Il y a un dénommé Lulu qui sera content que je le cite, où je vais faire jouer des gens à la Élite 2 fois 8 heures d'affilée. Donc pour te dire qu'est-ce qui se passe maintenant ? Graphiste, très peu. Peintre de figurines, oui, je continue un peu parce que j'aime ça. Maquette, j'en ai une en prévision pour cet hiver. Quelle taille elle fait cette maquette qui est en prévision ? Ça va être une petite parce qu'elle va se... Enfin une petite, elle va être... Comme ça parce qu'elle va se raccrocher sur une qui est déjà existante. Qui est... Donc j'essaye de faire un truc un peu modulaire en fin de compte. Et donc maquette, figurine, écriture forcément parce que je passe mon temps à écrire des scénarios pour mes jeux. Alors que ça soit la Élite ou Capitaine Vaudou ou Cthulhu, j'ai un petit panel de scénarios dispo. Et quoi d'autre ? Beaucoup de jeux, beaucoup de jeux. Tiens, moi j'ai une question. Tu roules ta bosse un petit peu quand même. Et on parlait tout à l'heure d'IA. Et toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ton jeu, justement, avec toute l'avancée technologique qu'on a en ce moment ? J'en pense pas que du bien. J'en pense vraiment pas que du bien parce que... Alors je crois que c'est... Je sais plus si c'est Astier qui disait ça. Ouais, c'est peut-être Astier qui disait ça. Le problème, c'est qu'on va se retrouver avec encore une mécanique qui va se mettre en place, qui va faire que l'automatisme va être beaucoup plus facile, va convaincre de plus en plus de gens parce que la facilité sera là. Mais par contre, je crains qu'on ait un appauvrissement, encore une fois, de la spontanéité parce que on va être sur des trucs très mécanisés qui vont probablement de plus en plus se ressembler. Ouais. Et
Et j'ai peur qu'on ait un... Excusez-nous, on a Disney qui nous dérange un petit peu. Merci. Ouais, bravo. Et il en faut pour tous les goûts. Oui, j'ai peur qu'on ait encore une fois une normalisation des choses. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas beaucoup la capacité de créer vont pouvoir faire des choses qu'ils n'étaient pas en capacité de faire avant parce que la machine va les aider. Mais par contre, tous ceux dont c'est le métier, alors je me mets pas en avant, mais tous les gens qui sont vraiment des créateurs, qu'ils soient peintres, photographes, graphistes, musiciens, tout ça va passer à la moulinette d'une automatisation qui va rendre obligatoirement les choses plus formelles, plus mécanisées. Et je crains très fort qu'on perde en créativité, en inventivité. Ok. Alors, petite question. T'as eu, chez la Elite, t'as dû avoir des hauts et des bas. Quel a été le plus grand bas pour toi, pour la Elite? Bien difficile, ça. J'ai eu beaucoup que des hauts, parce que c'est une ville qui est complètement en hauteur. Donc, mais bon, ça serait tricher de te répondre ça. Est-ce que j'ai eu des bas? Bon, le seul bas que j'ai eu, en fait, c'est entre le moment où tout a été fini et le moment où le jeu est sorti, où il a fallu, en fait, attendre très longtemps. Parce que l'éditeur avait un certain nombre de projets à terminer. D'accord. Et que tout était fourni, les textes, les illustrations, le chemin de fer, comme on dit dans le métier, donc la répartition, des pages, tout était en place, il ne restait plus qu'à faire la maquette et à imprimer. Alors c'est pas rien, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie aussi, surtout sur un truc qui fait plus de 1000 pages. Mais du coup, pour que ça rentre dans la file de non plus de conception mais de réalisation, il a fallu attendre pas mal de temps. L'éditeur lui-même en a souffert, j'imagine, mais en tout cas est très conscient qu'il a fait du mieux qu'il pouvait, mais qu'en attendant, il a fallu poireauter. Et ça a été pour moi, mais aussi pour les créateurs et pour tous les gens qui ont pledgé, qui ont été vraiment très nombreux. Ça a été difficile, ça a été long, quoi. Mais bon, faut faire avec. D'accord. Faut faire avec. J'ai une question qui me paraît logique pour moi. Concrètement, on a eu la période Covid qui nous a pas aidé personnellement. Est-ce que toi, ça a été bénéfique ou négatif côté pour la Elite, toutes tes créations que tu as fait par rapport au Covid en 2021 2021, 2019, etc. Est-ce que toi, ça a été bénéfique ou négatif par rapport à la Elite ou pas du tout? Je pense... Alors, j'ai pas les chiffres de l'éditeur, donc je pourrais pas te dire si ça a calmé les ventes ou si ça les a augmentées. Ça, je pourrais pas te dire. On est sur une libérée, délivrée. On est sur une fanbase très solide. Ok. Donc on est vraiment sur des gens qui sont passionnés par la ville, et certains autant que moi, voire même plus. Donc je suis pas sûr que les aléas de la vie éteignent autant que ça la passion des gens. Après, c'est vrai que la période du Covid a été très dure à vivre pour plein de gens. Moi, j'ai la chance d'être en maison, donc voilà, j'étais chez moi et j'étais un peu dans le jardin, ça allait. Mais le stress ambiant qui n'a pas tellement, qui ne s'est pas tellement calmé depuis, hein, le côté très anxiogène de tout ça a fait que non, je pense pas que honnêtement, je pense pas que ça ait influé d'une manière ou d'une autre sur la ville, sur la perception qu'en avaient les gens. Je pense pas. Ok. T'es MJ depuis un moment, JM, MJ. T'es MJ depuis combien de temps concrètement? Alors, MJ bénévole de passion et de prosélytisme intégré, tout ça en même temps, depuis pratiquement le début. Elle va se péter une corde vocale, je suis sûr. Elle chante juste, ceci dit. Depuis pratiquement le début, depuis 82. J'ai découvert le jeu en 82, très très rapidement derrière. Je me suis mis à maîtriser parce qu'il y avait des jeux que j'aimais beaucoup et que d'autres ne pratiquaient pas dans mes groupes de joueurs différents. J'ai donc
énormément joué, j'ai énormément maîtrisé Capitaine Vaudou. J'ai eu beaucoup de passion sur Guild. J'ai été beaucoup joueur sur Hurlement. Mais bon, j'ai très rapidement maîtrisé parce que c'est un plaisir différent de celui de joueur. Et j'aime bien ce plaisir-là. Parce que je suis un créateur autant que faire se peut. Donc, dès le début, j'ai maîtrisé. Donc, depuis 82-83. Je suis maintenant MJ Pro depuis 2021, depuis mai 2021, je crois. Ouais, je crois que mon site a dû démarrer à ce moment-là. Et donc, je suis MJ Pro. Donc, c'est un peu différent d'avant. C'est-à-dire que je continue à faire jouer des gens qui sont... J'ai 3 types d'amateurs. Je pense que tous les MJ Pro ont à peu près la même chose. Quelle est la différence pour nos téléspectateurs entre un MJ normal et un MJ Pro? Le portefeuille. Et Dieu sait si ça coûte cher. Je le dis à chaque fois, je pars aux Seychelles tous les ans, moi, avec ce que je gagne. C'est connu. Hein, s'il y a bien un univers où on gagne beaucoup d'argent, c'est le jeu de rôle. Et la différence, c'est quoi? J'essaye de faire une jolie table, comme quand tu invites des gens à dîner. C'est un peu l'idée. J'essaye que le matos soit beau, j'essaye qu'il soit cohérent, que les feuilles de perso soient avec des figurines qui ressemblent. Donc j'ai fait coucou à Aéroforge. Tout ça fait que voilà, j'ai des pistes à dés, j'ai plein de choses marquées à mon nom, enfin marquées au nom de ma marque, ma petite marque. Donc ce qui différencie, c'est aussi... c'est ce que je te disais, j'ai 3 types de gens différents. Il y a les novices complets qui viennent parce qu'ils se disent vu le CV du gars, ça doit pas être trop pourri, donc ils viennent me voir pour ça. Il y a ceux qui sont des vieux briscards qui ont plus l'occasion de jouer parce qu'ils ont plus le temps de maîtriser, ils ont plus le temps de lire des règles et qui veulent jouer avec des potes comme au bon vieux temps, et du coup c'est quelqu'un d'autre qui s'y colle, moi en l'occurrence. Et puis la 3e catégorie, c'est la pire, c'est ceux qui veulent jouer parce que c'est moi. Et donc ils veulent jouer à la Élite avec Jean-Marie Noël parce que, vu l'énormité du bébé, ils se disent les 500 pages, il doit les connaître à peu près, donc ça va être à peu près fluide. Ce qui est vrai. Mais ça, c'est compliqué à vivre parce que l'humilité, c'est important dans les métiers qu'on fait quand tu es sous la lumière comme ça, ou même un tout petit peu. C'est facile de déraper et puis d'avoir la grosse tête. Donc je suis content de me remettre en cause. Enfin, j'essaye de me remettre en cause. D'accord. Et puis de prendre des scénarios sur lesquels je suis pas toujours à l'aise pour voir si j'arrive à m'en sortir quand même un peu. D'accord. On va parler d'une chose. Tu t'es là depuis 88, on va dire, entre guillemets, si je me trompe pas. 89, ouais. 88-89, excuse-moi, désolé. À un an près. Est-ce que de 89 à maintenant, tu as déjà eu ce syndrome de beaucoup de personnes dans ces mondes-là, le syndrome de la page blanche, ou tu en as peur? J'écris pas énormément, donc j'ai écrit un peu pour moi, pas au point d'éditer. J'ai eu un projet de bouquin à un moment donné, mais j'ai pas trouvé. Juste à la sortie de Casus, en fait, je me suis passionné sur une idée de bouquin collaboratif. Et j'ai beaucoup travaillé sur la chose, mais j'ai pas trouvé d'éditeur, donc c'est pas fait. Là, j'étais dans une phase où j'écrivais, effectivement. Mais comme je suis un mec de passion, j'ai rarement le blocage. Alors, tu connais peut-être la fameuse phrase, alors je crois que c'est un vieil acteur très connu qui rencontre un jeune acteur qui vient le voir et qui lui dit vous savez, maître, moi je n'ai jamais le stress, je n'ai jamais je n'ai pas le trac. Et le mec lui a regardé de haut en bas, il lui a dit ça viendra avec le talent. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire que moi j'ai pas la peur de la page blanche parce que j'ai pas cette nécessité de me mettre en question là sur une page blanche à écrire des trucs. Tout ce que j'écris, c'est en général des choses qui sont dans une continuité de travail sur, par exemple sur la Élite, c'est je te donne cet exemple-là. Sur la Élite, j'ai confié, on était 30 à écrire dessus, donc c'est quand même c'est un gros bébé. On était 30 à écrire et moi je me suis réservé la première partie qui est la partie de gestion basique de la ville. D'accord.
qui c'est qui trimballe les poubelles, qui c'est qui met les amendes, comment se passe la distribution de l'eau, où est-ce que je vais pouvoir bouffer correctement, et si j'ai envie de travailler, vers qui il faut que je me tourne. Tous ces trucs-là, qui sont des trucs basiques pour appréhender la ville, parce que du coup, ça fait du bien de ne plus avoir de musique. Je m'entends penser d'un seul coup. Parce que du coup, les auteurs à qui j'avais confié différentes parties n'avaient pas à se prendre le chou avec ces basiques-là. Et c'est moi qui les ai gérés. Donc tu imagines bien que quand je me suis mis avec ma souris devant mon écran, en fait j'avais déjà décodé des tas de kilotonnes de choses, donc ça a roulé tout seul. Si maintenant je devais effectivement écrire un roman, je pense que je coincerais, bien évidemment. Ok. Je regarde si j'ai d'autres questions pour toi, laisse-moi un instant. Je fais rouler la tour AD quand même. Hein. Ah bah, d'ailleurs, cette tour AD qui a été faite par Cerberus 3D. Et en gros, en fait, on met les dés dedans et ça tombe directement dedans. Et ça évite justement des dés cassés quoi, directement. Ça fait un 8 là. Bon, c'est rien de transcendant, mais ça dépend de quelles caractéristiques étaient en jeu. Voilà. Et les dés viennent de chez Répliquant. C'est les miens, je les adore. Ils sont lourds, quand les joueurs sont pas sympas, je balance et j'en tue. Souvent. J'ai au moins 3-4 morts de joueurs à mon actif. J'ai pas dit de personnage. Hein. Regarde, tu vois, je fais rouler le dé. 20 naturel. C'est un métier, ça. C'est un métier. Alors, éditeur chez Black Block Edition n'a pas été trop dur pour nos amis écrivains? Bah, pour tout écrivain, se confronter à un éditeur, c'est toujours source à difficulté. C'est-à-dire que, quel que soit l'éditeur, il a ses impératifs qui ne sont pas ceux de l'auteur. Mmh. Donc, ça se passe plus ou moins bien, il y a plus ou moins de tension, mais de toute façon, celui qui tient les cordons de la bourse, c'est l'éditeur. Donc, il est très rare que... Enfin, il arrive que l'auteur soit l'éditeur, mais à ce moment-là, c'est de l'auto-édition. Mmh. La problématique est différente. Quand tu es auteur et que tu fais appel à un éditeur pour éditer ton jeu, il va forcément avoir son regard sur la mise en page, sur la qualité des textes, sur des choix éditoriaux. Et donc, dans ce cas-là, il va y avoir négociation, au pire confrontation, et puis il va falloir que l'éditeur rentre dans la tête de l'auteur, si c'est un éditeur intéressant et passionné, et l'auteur, il va falloir qu'il s'adapte aussi aux contraintes de l'éditeur. Donc, comme toute expérience humaine de réalisation, il y a des phases de négo incontournables parce qu'il faut se mettre en place et réussir à sortir le projet au final. Et avec tous les éditeurs, il y a des moments tendus. Avec moi comme avec les autres, il y a toujours des moments où c'est compliqué parce qu'on voudrait que ça aille plus vite, parce qu'on voudrait absolument que la maquette soit comme ça et c'est pas ce qui est prévu. Donc, il faut du compromis. Il faut essayer de faire en sorte que ça soit pas de la compromission. Et auquel cas, tout le monde se débrouille et arrive au produit fini. Après, quand ça passe vraiment pas, c'est des opérations qui échouent et puis voilà, ça existe aussi. Hein. D'accord. Dis-moi, t'as fait beaucoup d'histoires dans tes jeux de rôle, du coup. Quelle a été la plus drôle que t'as eue dernièrement ou depuis 89 aussi hein. Donc, si tu parles d'une expérience en jeu, j'en ai une récente. Je faisais une fin de campagne à Capitaine Vaudou avec ma famille et des amis. Et je suis passant au supermarché pour faire les courses du week-end. J'ai avisé des petits calamars, des petits poulpes là. Et comme le jeu se terminait en bord de mer, c'est pas moi qui maîtrisais, hein, c'était un Cthulhu, je dis des conneries. C'était un Cthulhu. Et ça se terminait en bord de mer. Et donc, voyant les calamars, je me suis dit, tiens, comme je vais amener un ou deux calamars sur place et puis je verrai ce que j'en fais. Tu vois l'espèce de petit poulpe là, oui, les chipirons comme on dit dans le sud. Et au départ, j'avais l'idée d'envoyer ça plus ou moins sur
sur la gueule du MJ, que j'aime beaucoup d'ailleurs, si tu m'entends, Kevin. Mais il avait fait péter le costard 3 pièces. Je trouvais ça douteux. Donc finalement, j'en ai rien fait le jour même. Et le lendemain, je me suis rappelé que j'avais toujours mes 2 petits calamars dans le frigo. Je suis donc allé les chercher discrètement et j'ai ouvert le sac plastique entre mes jambes. J'ai trouvé que ça puait un peu quand même. Et je savais... petite, non, ça va. Et je savais pas quoi en faire, et donc j'ai pris le calamar, je me le suis mis sur la tête, ce qui est toujours agréable. J'ai une grande propension à me foutre des trucs sur la tête. Et attention quand même, hein. Et j'ai jeté le 2e calamar un peu au hasard et un peu en direction de ma fille d'une 30aine d'années, qui l'a pas très bien vécu, qui est partie avec des hauts le cœur, soulager assez sérieusement son estomac, car en fait la demoiselle était enceinte et je ne le savais pas. Et donc la réaction enceinte plus calamar, ça ne s'est pas bien passé. Donc je te raconte pas comment j'avais l'air d'un con après quand je l'ai appris, mais sur le coup je l'ai pas appris. Ce n'est que plus tard, une fois qu'elle nous a dit à la famille qu'elle était enceinte, qu'elle m'a dit « Et tu comprends que le calamar, ça s'est pas bien passé. » Donc si tu veux des anecdotes où je passe pour un con, en voilà une qui est bonne. Quelle a été la pire pour toi? Du coup, tu nous as raconté une drôle. Quelle a été pour toi la pire en jeu de rôle que tu as fait? Il n'y en a pas? Non, j'en ai pas. Non, parce que d'abord, la musique s'est arrêtée, donc j'arrive mieux à penser. Tu sais, c'est un peu comme Hot Ones. Tu as le piment qui arrive, puis là, c'est pareil, c'est les morceaux qui s'entassent et c'est de pire en pire. Là, on est entre 2 doses de piment. Donc, je réfléchis mieux. Non, j'ai pas eu d'expérience difficile parce qu'en fait, le public rôliste est un public fondamentalement bienveillant. Mm-hmm. Et en 40 ans de jeu, j'ai eu 2-3 fois des gens avec qui c'était un peu tendu parce qu'ils avaient des réflexions soit sexistes, soit homophobes, soit racistes. Et particulièrement sur des sujets comme ça, je suis sans pitié. Et donc, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, mais vraiment pas plus. Alors que le nombre de parties que j'ai fait, je les compte plus. Vraiment, je les compte plus. Je me suis arrêté de compter à 600. Okay. Et ça, c'était dans les années 2000. Parce qu'il y a plein d'années où j'ai noté les campagnes, les parties, etc. Donc j'avais un stock, et puis il y a des années où j'ai pas noté. Donc je sais que j'ai fait au moins 600 parties de jeu. Et je te dis, sur les 600, si on a bien 2 ou 3 qui ont dérapé un peu, c'est vraiment un maximum. Ah bah, c'est ça. Félicitations. Oui, mais c'est pas tant dû à moi. Alors, c'est dû à moi parce que j'ai suffisamment de bouteilles pour emmener les gens dans le bon sens. Mais c'est dû beaucoup aux joueurs qui ont envie de jouer avec moi et qui sont pas des fachos parce que ils viendraient pas me voir, sachant l'image que je transpire, que je répands, que je donne. Que tu aimais. Oui, que j'aimais, c'est bien, c'est mieux que transpirer. Transpirer, ça va être cet après-midi, parce qu'on est sous une verrière, on va souffrir. Ah oui, la verrière. On compatit. Ouais, il voit bien comment je suis. J'ai des valeurs humanistes que je défends, et il y a des trucs sur lesquels il ne faut pas me chatouiller, parce que là, par contre, je m'énerve facile, quoi. Donc, en fait, ça fait qu'au final, j'ai des joueurs cool, j'ai des joueurs sympas, mais tout le temps. Donc... merci la vie, comme disait l'autre. Tu as une fille de 30 ans. Est-ce que ça a été facile à donner, du coup, je ne sais pas si c'est le mot, l'histoire du roleplay à ta fille ou à tes enfants? Du JDR plutôt, parce que ce sera peut-être mieux. Parce que moi je fais du roleplay, c'est pour ça que c'est différent. Ouais. C'est pas la même chose. Ça a été très facile. Ça a été très facile? Ah ouais. Très facile, parce que quand ils étaient petits, je faisais la culture en s'amusant à table. Tu vois, donc je racontais des petites histoires, puis il fallait trouver la fin, fallait trouver d'où ça venait. C'était un mot compliqué, on essayait de trouver la définition, etc. Donc je suis un cultureux, moi, à la base. Hein, donc j'ai gravité toujours dans ces univers-là, et mes gamins étaient partants là-dessus.
Donc quand ils ont compris un petit peu, vers l'âge de, je sais pas, les premières parties, ça doit être, je sais pas, ils me rectifieraient peut-être, mais je dirais 6 ans, 7 ans, un truc comme ça. Les premières parties, c'était pendant les vacances. On faisait des vacances en famille. Alors oui, j'ai toujours beaucoup joué avec mon épouse. C'est moins le cas maintenant, mais dès le début, on a joué ensemble. Ah, non, il est revenu. On jouait en couple et la parité dans nos tables était vraiment facile à trouver. Alors qu'à l'époque, dans les années 80, le jeu de rôle était un truc beaucoup de mecs. Hein. Oui. Nous, c'était pas le cas. En même temps, on était plus âgés que la moyenne. Mais donc, ça a été très facile de mettre mes gamins au jeu de rôle parce qu'ils en avaient l'envie, ils entendaient papa raconter des trucs, des histoires, des machins. Et ils ont un souvenir d'un jeu en vacances qui m'avait été inspiré par le lieu où on était, parce que le lieu où on était, il y avait une maison à côté qui était assez marrante. Et donc, j'ai créé le scénario vite fait avec la maison à côté. Je les ai fait rentrer dans la cour. Et il y avait des Teletubbies par terre, des petites figurines de Teletubbies. Et ma fille a fait « Oh, t'es mignon, c'est mignon !» Et puis en fait, c'était comme Chucky. Ils se sont levés, ils les ont attaqués, etc. Elle en a gardé un souvenir, mais pendant des années. C'est terrible quand même. Oui, j'étais un salopard. Comment traumatiser son enfant 7 ans avec lui dire le Teletubbies, il est méchant. Mais du coup, bon, ma femme joue moins en ce moment parce qu'elle en a marre des parties longues. Et c'est vrai que les parties, c'est toujours pareil. Hein, pour réussir à faire monter la sauce, là, je vais faire des parties d'1 heure. C'est juste pour montrer aux gens ce que c'est. Mais en dessous de 3-4 heures, c'est difficile de faire monter la sauce. Et donc, on faisait des parties longues. Et les gamins ont été très tôt habitués à ça. Et donc, maintenant, ils sont en liste. Mon fils joue beaucoup aux jeux vidéo. Ma fille est très jeu de plateau maintenant. Mais chaque fois que j'ai l'occasion de proposer... Ah, c'est reparti. Chaque fois que j'ai l'occasion de proposer un jeu, ils sont partants. Hein. Okay. Systématiquement partants. Donc, pas difficile. La plus longue partie... La plus longue partie de l'Elite, la campagne, du coup, une campagne, la plus longue que tu as faite, elle a duré combien de temps? Oh. Donc j'ai fait, je raconte l'anecdote à chaque interview, mais quand même, c'est quand même bluffant. En 88-89, j'ai fait une très grosse campagne dans la Elite, un truc que j'avais inventé. Je peux pas spoiler la fin, mais parce que il n'est pas exclu que je la refasse pas jouer un jour. Il y a des méchants à tuer à la fin et je suis content qu'on les tue. Indiana Jones, si tu m'entends. Et en fait, on a fait cette campagne avec je sais plus si c'est 15-16 scénarios. On a démarré à 12 joueurs avec une super ambiance, des joueurs super motivés. Tout le monde n'est pas resté. Assez rapidement, au bout de 2-3 sessions, on s'est retrouvé à 8. Mais j'ai fait toute la campagne avec 8 joueurs. Et je peux te dire qu'autour de la table, tout le monde était passionné. La circulation de la parole se passait vachement bien. Les joueurs étaient super motivés. Et la particularité, c'est qu'on était tous éclatés en France. Et que donc, on faisait une fois par mois un jeu à Paris, ou à Orléans, ou à Bourges, ou à Clermont-Ferrand, ou à côté de Clermont-Ferrand. Et donc, on tournait comme ça. Et donc, pour répondre à ta question, c'était l'époque où on attaquait le samedi à 14h. Et où on finissait le dimanche matin à 3h du matin, 3-4 heures du matin. On n'avait pas de gamins, on avait la niaque, on était jeunes. Donc des séances comme ça, j'en ai fait énormément. Après, je n'ai pas fait de marathon. J'ai jamais opté pour faire des... Enfin, j'ai jamais opté. J'ai jamais eu l'occasion, ni cherché l'occasion de faire un jeu de 6 heures, 8 heures, 12 heures. J'ai fait des jeux de 8 heures, oui. Mais c'était pas une finalité en soi. C'est parce que la proposition holistique en question correspondait à une journée de jeu. Okay. Mais je suis pas partant du tout pour les marathons de jeu. C'est un truc, c'est très bien que ça existe et qu'il y a des gens qui aiment ça. C'est pas mon truc. Ok. Je t'ai posé beaucoup de questions. Hein. Ouais. C'est pas grave. T'es là pour ça. D'ailleurs, je t'ai pas vu l'année dernière, je crois, JM. Non. Donc première Japan ou Non, deuxième. Je suis venu en 22, je crois. J'étais venu avec un gars qui montait un projet de valorisation du jeu de manière un peu commerciale, un peu tonique. Bon, il s'est rendu compte que finalement, ça correspondait pas tout à fait à ce qu'il espérait.
Et donc, j'étais venu à cette occasion-là et j'avais fait du Donjons et Dragons, puisqu'il avait la licence. Et j'étais par là-bas. Et j'ai passé 2 journées, mais alors on était nombreux, hein. Non, une journée. Je dis des conneries. Une journée, mais on était 5 ou 6 maîtres de jeu. Et on avait 5 ou 6 tables. Tout ça endorsé par Donjons et Dragons, avec une boutique derrière qui vendait les boîtes. Et on avait pour consigne de faire jouer la boîte d'initiation de Donjons et Dragons. Ça a eu un côté un peu usine, qui m'a pas forcément plu, mais en même temps, j'étais là comme MJ Pro, donc j'étais payé pour faire le job. Bon, j'ai fait le job. En même temps, j'ai peu profité de choses parce que, comme souvent quand tu es en convention, c'est t'es là sur place et puis tu fais jouer. C'est le cas à Octogone. À Octogone, quand tu es invité par Black Book, par exemple, puisque ça m'est arrivé, à faire jouer du La Elite, tu commences à 9h, tu finis à 18h, t'es rincé, quoi. Et tu en profites pas pour aller voir machin ou bidule chez qui tu rêves de jouer, par exemple, t'as pas le temps puisque toi-même tu maîtrises. Donc il y a ce côté un peu frustration, ce genre de grands événements où en fin de compte je suis allé au Fige à Cannes aussi, pareil, où j'ai fait jouer du monde à outrance. J'ai fait 30 ou 40 personnes en 2 jours. C'est assez fatigant, mais ça j'ai l'énergie encore pour le faire. Mais par contre ça enlève du côté plaisir de prendre un moment pour papoter, pour se détendre, etc. C'est plus punchy, quoi. Alors, question un peu personnelle, du coup. Quand tu as rencontré ta femme, quelle était sa réaction quand tu avais un projet justement de jeu de rôle que tu avais créé, etc., que tu voulais créer? Aucun problème. Ma femme, comme je te l'ai dit, était très joueuse au départ, les moins maintenant, mais les aléas de la vie font que ça n'a jamais été un souci entre nous. C'est-à-dire que le groupe de copains qui m'a initié au jeu étaient des gens que j'ai rencontrés au boulot, en fin de compte. Dans mon boulot d'étudiant, c'est reparti. Dans mon boulot d'étudiant, j'ai rencontré un mec qui était en train de regarder sa feuille de perso. J'y connaissais rien, je comprenais pas ce que c'était. Il m'a proposé de venir à une séance de jeu. J'y suis allé et ça m'a plu. Donc du coup, très rapidement, j'ai eu l'opportunité de faire jouer mon épouse ou de jouer avec mon épouse. Je sais plus comment ça s'est fait, mais il n'y a jamais eu aucun souci là-dedans. Donc ça s'est toujours très bien passé et j'aurais pas pu imaginer autrement. Alors, toujours pareil, on se débrouille avec ce que la vie nous donne, mais ça a été une vraie communauté d'esprit, le jeu. La preuve, c'est que quand je faisais cette grande campagne de jeu sur la Elite, je peignais des figurines, je faisais des décors, je préparais plein de trucs, des dessins, des graphismes, et on n'avait que 2 pièces dans l'appartement. Et donc, elle faisait très attention à pas regarder ce que j'étais en train de faire, parce qu'elle allait le jouer après. Donc, voilà, c'est des vies de couple, ça. T'arrives à avoir des vies de couple avec le jeu. Et c'est fort bien, parce que c'est pas souvent que ça arrive. Hein. Peut-être. Moi, j'ai été privilégié à ce niveau-là. Voilà. Alors, attends, j'ai pas d'autres questions pour toi. Je sais que il y avait des questions qui n'étaient pas prévues. Il y a des questions qui n'étaient pas prévues. Ouais, c'est pas grave. Du moment que tout ça se fait en musique. Oui, on est heureux, hein. Ah ben oui, c'est bon, hein. Comment hein. Messieurs, dames, on va stopper. MJ, est-ce que tu as un dernier mot de la fin à dire pour ton côté? Si vous voulez jouer avec moi à la Japan, dépêchez-vous d'arriver, je ne suis là qu'aujourd'hui. Car demain, je suis sur autre chose, samedi, je suis sur autre chose, dimanche, je suis sur autre chose. Mais, content que tu m'aies donné cette opportunité de raconter ma vie encore une fois. J'espère que les gens qui ont écouté ça auront été intéressés. J'ai un parcours atypique parce que j'ai eu beaucoup de chance. Donc, je souhaite à tout le monde d'avoir cette opportunité-là, de se passionner sur un truc et de pouvoir, pas forcément en vivre, mais vraiment mettre les tripes dedans pour en faire quelque chose de convaincant. Une fois qu'on a fait ça dans sa vie, moi la Elite c'est ma vie, hein, donc je suis pas déçu de ça. Voilà. Ok. Écoute, JM, je t'en remercie d'être venu. Merci à toi. On a passé un bon moment ensemble. Merci à la FFJDR aussi qui m'a conseillé de venir et pour qui je suis venu avec grand plaisir.
Pour ceux et celles qui veulent voir JM, MJ directement à sa pièce, ce sera au hall 4 sur la gauche du coup. Faudra pas hésiter à le voir, et c'est une très bonne personne et voilà. J'ai déjà des joueurs là. Donc qui m'attendent. merci du coup merci à la FFJDR de nous avoir permis d'avoir MJ et je vous dis à bientôt. Merci bien. Merci à vous. Au revoir, c'était Bios.